au moment où on perd quelqu'un, qu'on s'aperçoit que ce quelqu'un comptait beaucoup dans sa vie. Lorsque le glacier fond, tristement. Lorsque de joyeuses journées de ski se transforment en de tristes journées de pluie. Lorsque la rivière s'assèche. Lorsque la forêt, où on avait l'habitude de se promener, brûle. Lorsque la nature se tait. Quelque chose se passe dans la relation que nous avions héritée avec la nature, avec le vivant et avec le vivant non humain. Nous avons tous eu une façon d'arriver au métier que nous faisons aujourd'hui, ou dans les études que nous faisons aujourd'hui. Et pour moi, l'itinérance a joué un grand rôle. En itinérance, il y a des milieux dans lesquels on se sent très petit. Il y a des natures dans lesquelles crier serait en décalage. Et il y a des natures dans lesquelles on se tait. Parfois, l'expérience devient physique. Ce n'est pas forcément que beau. Ça peut être passé par d'autres sens. L'ouïe, le toucher. Et lorsque nous avons ces perceptions, le froid sur les doigts, par exemple, le mythe de la solitude tombe. On s'aperçoit que de cette immersion, on rentre dans une phase d'émotion, de relation. Et c'est ce que je vous propose d'explorer ensemble ce matin. Ces images ne sont pas des images de tous les jours. J'aurais pu choisir des images plus proches de mon quotidien. Ça, c'était mon quotidien il y a quelques années. Et aujourd'hui, je travaille effectivement dans un autre outil. Mais aujourd'hui, on va explorer la nature de cette relation qui est devenue fragile. C'est distendu au fil de l'histoire, qui s'est dégradée à l'échelle de l'individu, comme à l'échelle de la société. Nous allons faire des allers-retours entre l'individu et la société. Et nous allons voir comment les activités de plein air, de sport de nature en particulier, façonnent, permettent d'habiter le monde, de façonner le rapport à l'individu, au vivant non humain. Et je vais vous proposer une défense non naïve des sports de nature, qui va s'éloigner un petit peu de l'approche rationnelle. Nous avons eu des sachants. Je ne suis pas un sachant. Je suis quelqu'un de terrain. D'ailleurs, je vais en profiter pour me présenter parce que c'est toujours important de savoir qui parle et à quel titre. Donc, aujourd'hui, effectivement, j'ai cette casquette qui me donne une forme de légitimité de représenter ce réseau européen des acteurs des sports de nature. Je vais le présenter dans un instant. Et je suis à la tête d'un laboratoire public d'innovation au sein du ministère des Sports, hébergé dans un CREPS, un établissement public du ministère des Sports, et donc qui explore ces liens humains-nature, et on va le voir de quelle manière. Et puis, il y a eu beaucoup de références dans la présentation sur l'approche scandinave, la notion de friluftsliv, et il se trouve qu'effectivement, j'ai vécu 10 ans en Scandinavie, et j'étais à la tête des politiques publiques pour les sports de nature à Stockholm. Je travaille sur une question de politique jeunesse. Et tout ça ensemble, finalement, va créer un petit peu un socle de légitimité pour mon discours, qui va donc alterner avec des positions de représentation de l'institution, mais aussi des positions qui sont peut-être plus de l'ordre du militantisme, pour ne pas appeler ça de l'activisme, par rapport à ce lien humain-nature. Donc, en quelques mots, ENOS, ce réseau européen des sports de nature, est une plateforme qui a la prétention de rassembler des acteurs divers qui, ensemble, rendent possible l'accès à la pratique des sports de nature. Les instances de gouvernance, les organisations des sports de nature, des ONG spécialisées sur ces questions-là, des acteurs de l'environnement, des acteurs de la recherche et des industries. Car tous ces acteurs ensemble constituent l'écosystème qui nous permet aujourd'hui de pratiquer les sports de nature, que ce soit dans nos loisirs, dans notre vie de tous les jours.
Il y a assez peu d'acteurs scolaires dans ce public parce que c'est hors du champ de compétences de mon employeur, ministère des Sports. Aujourd'hui, on s'intéresse à la partie qui est plus dans la vie de tous les jours. Et ce sera un chapitre spécifique qu'on devrait développer si on s'intéressait au chapitre scolaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je suis trop conscient d'être situé entre vous et le déjeuner pour en rentrer dans le détail sur votre façon de travailler. Donc, je vous propose d'avancer et vous avez compris qu'il y avait plusieurs casquettes. Une seconde casquette, c'est le pôle ressources nationales et sport nature, dont je suis finalement aussi issu, parce que c'est la structure du ministère des Sports qui porte la politique publique des sports de nature. Je ne rentre pas dans les détails non plus, parce que je souhaite vous parler de cette nouvelle structure qui s'appelle Outlab, qui est un laboratoire public d'innovation qui s'intéresse au sport de nature et aux transitions socio-écologiques. Donc, ça fait beaucoup de casquettes, beaucoup de noms, j'en suis désolé, mais on va rentrer dans le sujet du jour, qui est finalement les sports de nature et leur rapport avec l'enfance. Alors, très brièvement, les sports de nature en France, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien des Français, de beaucoup de Français, et qui, dans notre pays, est porté politiquement et réglementairement surmontré par des activités. C'est l'activité qui définit la pratique. Et le cadre, la nature est un cadre. D'accord ? Donc il y a un corpus réglementaire avec des règles de sécurité, d'accès aux espaces, qui aujourd'hui est devenue une gouvernance partagée entre l'État, les collectivités, les fédérations et les gestionnaires d'espaces naturels. C'est juste pour positionner un petit peu le cadre. Maintenant, on va s'intéresser à l'histoire un petit peu pour regarder depuis quand ça existe ces activités. En fait, les historiens du sport convergent en France pour dire que le romantisme a donné naissance à des mouvements, des contre-cultures, dont celle de l'impressionnisme, qui était ce moment où on commençait à dire « mais ce monde va un peu vite ». Et si finalement cette nature que l'on regarde dans le mouvement romantique, on la vivait, on en faisait l'expérience. Donc Claude Monet, parmi d'autres, a été un des témoins de cette transition et de l'émergence de ces pratiques. Parce que ce sont des pratiques culturelles, à la croisée du sport, de l'éducation, du loisir, du rapport au vivant. Donc des pratiques de toute forme qui sont ancrées dans les traditions locales. Et aujourd'hui, encore une fois pour aller très vite, ce qu'on voit se passer, c'est de la segmentation des pratiques. D'accord ? Les pratiques sont de plus en plus segmentées. Faire du vélo aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Quel type de vélo est-ce que tu fais ? Et ainsi de suite. La marchandisation, c'est très très marqué. Hein. Aujourd'hui, on paye pour pratiquer de plus en plus. C'est de plus en plus polarisé. Ceux qui ont les moyens de pratiquer pratiquent. Ceux qui en ont moins pratiquent moins qu'avant, surtout depuis le Covid. Et puis une fragmentation culturelle aussi en termes de représentation. C'est quoi être dans la nature ? C'est quoi être un bon participant en sport de nature ? Les Jeux Olympiques d'hiver ne font pas consensus dans les territoires. C'est un exemple pour dire qu'il y a vraiment des cultures différentes. Mais si ces sports existent, c'est aussi parce qu'ils sont portés par des institutions. Et en fait, cette question des sports de nature n'a jamais en France été l'objet d'un portefeuille autonome. Elle est intégrée, et on a de la chance, elle est intégrée à la politique du sport. Et cette politique du sport, c'est finalement le résultat d'un long cheminement dans lequel, en commençant par les politiques du temps libre, on est arrivé dans les politiques petit à petit de plus en plus tournées vers, la liste est derrière vous, vers les politiques qu'on a aujourd'hui, qui commencent, et on voit l'émergence d'une association sport de nature, transition écologique. On commence à dire, ah, c'est pas mal, il y a le mot nature là-dedans, le sport, machin. Donc, on est un petit peu dans cette phase, mais on n'est pas au bout de ce processus. Maintenant, ce dont on va parler, et finalement, ces aspects que je viens de présenter, constituent collectivement, ensemble, un corpus culturel, avec des institutions, des pratiques, de l'histoire, des représentations. Et on va voir, ensemble, la place de l'enfance dans ces représentations, dans ces sports de nature. D'accord ? Donc, si on devait parler de la pratique des sports de nature chez les enfants, je vais encore vous décevoir. J'ai entendu plein de gens déçus par où sont ces chiffres, finalement. Ben moi, je ne vais pas vous amener les chiffres.
Parce qu'en fait, les données sont tellement peu solides que vous apportez des chiffres, ça serait vous mentir. Ce que je peux vous dire, c'est que les grandes enquêtes sportives sont organisées par fédération. Dans une même fédération, il peut se placer plein de choses. Et une licence ne dit rien sur les pratiques, sur le milieu de pratique, sur l'engagement, la connexion. Et ensuite, les grandes enquêtes jeunesse, malheureusement, n'articulent pas le secteur distinct. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est une recherche qui, à mon avis, est relativement fondatrice, c'est que la participation aux activités de plein air, elle est largement influencée par l'exposition familiale, scolaire, et l'accès, de manière générale, l'accès à la nature, organisationnel, ou je dirais même plus physique. Finalement, je n'ai rien dit quand j'ai dit ça. Et donc, on va essayer de voir, d'ailleurs, que tous les sujets, il est plus intéressant à partir du moment où on commence à réfléchir au temps passé dehors. Et ici, sur cette photo, vous avez finalement, ce qu'on sait tous, il y a des gens qui sont nés, je m'attendais à avoir plus de gens nés dans les années 80 ou avant. Moi qui suis de la génération des années 80, c'est vrai que j'ai quand même le sentiment qu'on passe un paquet de temps dehors. Mais ce paquet de temps dehors, il est difficile à estimer. Et quand on regarde les chiffres, c'est pareil. On se perd assez vite entre des chiffres très incantatoires et qui sont finalement peu étayés. Mais ce qu'on pense, c'est que ça a été divisé par deux ou par quelque chose. Et donc, effectivement, on avait des questions sur mais finalement ces trajets en voiture et ainsi de suite. Oui, il y a quelque chose. On le sent tous. On le sent tous, il se passe quelque chose. Il y a aussi aujourd'hui une économie de l'attention, de la captation de la sédentarité. Il y a forcément une compétition du temps libre. Le temps libre n'est pas extensible à l'infini. C'est une limite finie. D'accord ? Et aujourd'hui, en termes de politique publique, l'offre, elle reste relativement centrée sur l'offre formelle, pratique, en club. C'est vrai que c'est bien de pratiquer en club. Mais la pratique des sports de nature, elle permet, et c'est une chance aussi, d'être pratiquée en dehors de club. Et c'est d'ailleurs là que se passe l'essentiel de l'activité sur toutes les enquêtes, dans tous les pays. D'accord ? Maintenant, on a comme des indicateurs indirects. Et pour ceux qui ont lu le livre « Génération anxieuse », je vous invite à lire ceux qui ne l'ont pas fait. Il y en a-t-il qui l'ont lu ce livre dans la salle ? Assez peu finalement. Vous trouverez finalement ces indicateurs qui semblent montrer que il y a quelque chose qui s'est passé entre 2009 et 2015, fenêtre lors de laquelle on est passé de temps d'écran à une économie de l'attention. C'est l'arrivée des réseaux sociaux, des likes et de tout ce qui va avec, qui a eu un impact considérable, notamment sur la santé mentale des jeunes, en particulier des jeunes filles. Donc là, il y a des croisements avec la sociologie qui sont très intéressants à faire, mais moi, mon rôle, ici, encore une fois, c'est pas de vous amener les chiffres, c'est de vous amener des expériences. Et on a vu tout à l'heure que l'ERKEM mettait en avant la confiance en soi. Il y a des regards qui disent plus finalement que des chiffres, il me semble. J'ai essayé de choisir quelques photos qui parlaient un petit peu. Pour moi, il y a quelque chose là-dedans qui relève de l'expérience. Et je veux ici affirmer que l'expérience peut être aussi un socle à l'action politique, à la stratégie partagée. D'accord ? Là, il y a une action militante de ma part de revendiquer que, oui, l'expérience nous montre que ces expériences chez les jeunes gens peuvent avoir un impact. Toutes ces photos sont issues de projets sur lesquels nous travaillons au niveau national ou européen. Et d'ailleurs, on retrouve un petit peu les mêmes expressions de visage bien plus tard dans la vie. Et c'est aussi ici une invitation à garder une âme d'enfant. Mais tout ça commence effectivement avant même qu'on soit en âge finalement de penser à une activité physique codifiée, un sport en tant que tel. Donc la question est de savoir comment on aborde la continuité entre cette période de l'enfance, avant 7 ans, avant même qu'on pense à l'activité physique, au corps, au sport, dont parlait Gilles plus tôt. Et puis, c'est vrai que ces expériences qui paraissent simples, aujourd'hui, se sont un petit peu... elles s'effacent. Parce qu'effectivement,
pour être plus efficace, quand on est enseignant notamment, on a tendance à chercher à contrôler l'espace. On n'a pas envie d'avoir des parents qui viennent me dire le soir « mon enfant est revenu tout terreux, blessé » et ainsi de suite. Et donc on a sécurisé un petit peu les espaces. Et là on va un petit peu aborder un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de la sécurité. Et là on a à faire une photo que je trouve super rigolote, mais il y a tout un champ exploratoire pour ceux qui sont intéressés par les jeux trop dangereux. Notamment aux États-Unis dans les années au début du siècle dernier. C'est vraiment intéressant de voir finalement culturellement ce qui correspondait à du jeu à l'époque. Et c'est vrai que, heureusement, avec le temps, on a essayé de faire réduire le nombre de blessures chez les enfants. D'accord ? Et on voit que ce chiffre, si on regarde la courbe là, on retrouve la période un petit peu des réseaux sociaux, avec l'économie de l'attention, avec une chute très 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 marquée à ce moment-là, qui n'est pas linéaire, hein, selon toutes les analyses scientifiques. Donc il se passe quelque chose à ce moment-là. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les environnements qu'on crée aujourd'hui, c'est des photos que je m'amuse à prendre. Je suis passionné par prendre des parcs de ville, et je vous avoue que je ne suis pas tout à fait convaincu par ce que je vois, notamment en France. Et j'ai un petit peu ce sentiment qu'on cherche un petit peu à réduire le risque au-delà du raisonnable. Et que finalement, une des caractéristiques communes à toutes ces photos, c'est que la nature disparaît. Et puis d'ailleurs, des acteurs commerciaux qui se disent, bah justement, si on enlève d'ailleurs même la météo, la pluie et tout ça, bah on va pouvoir maximiser finalement ce temps de jeu. Et le temps de jeu augmente, mais on perd peut-être quelque chose. Et ce quelque chose, ben, c'est peut-être un appauvrissement de nos espaces d'enseignement. Et je voudrais vous partager cette photo que j'ai prise il y a 20 ans. J'ai eu du mal à la retrouver. Et sur cette photo, elle était prise donc dans le bureau du directeur d'une école à Norvège, qui est juste à côté d'Oslo, dans lequel il y avait le fils du prince. Et donc j'étais vraiment par hasard, parce que ma femme est enseignante, elle faisait un stage là-bas. Et ce tableau était affiché derrière le bureau du directeur. Et j'ai trouvé passionnant. C'était un moment où je me suis dit, mais il se passe vraiment quelque chose dans la culture, même en Europe, dans nos représentations. Je m'imaginais un directeur d'école en France qui mettrait cette photo en avant derrière lui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un jeune qui est, alors la photo est vraiment mauvaise, mais qui est à moitié en train de se noyer. Et c'est particulièrement ce jeune qui a capté mon attention, parce que je me suis dit, bah, il y a vraiment quelque chose culturellement qui est différent entre l'approche scandinave et l'approche française. Je pense que cette photo n'existera jamais en France aujourd'hui. Et si je vous la montre, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors non pas le jeune qui est à moitié en train de se noyer, mais dans le regard de ses enfants. Et en tout cas, il y a peut-être quelque chose. D'ailleurs, quand on essaye de valoriser l'innovation, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis au comité directeur de l'organisation mondiale de l'infrastructure sportive qui s'appelle IAKS. Et cette année, il y a eu 2 projets qui ont été récompensés. Je ne faisais pas partie du jury, je vous rassure. Le premier à gauche, c'est le prix de la jeunesse. Innovation, jeunesse, en termes d'infrastructure sportive. Et cette photo-là, c'est le prix de l'innovation durable. Voilà. Donc on a ici peut-être l'ouverture de la partie suivante qui est finalement notre rapport à la nature dans l'éducation. Et puis là je vais m'éloigner un petit peu du sujet de la jeunesse parce que je fais partie de ceux qui pensent que la jeunesse n'est que le début d'une vie en fait. Et que aujourd'hui on ne peut, à mon sens, pas poser la question de la jeunesse et de l'enfance sans poser plus généralement la question de l'habitabilité de la planète. Ces 2 questions sont reliées, puisqu'on parle d'un futur que cette jeunesse va habiter. D'accord? Donc, cette partie, vous avez tous entendu parler des limites planétaires aujourd'hui, et le discours que je vais porter est celui qui va consister à penser que nous avons une fixation relativement forte sur les enjeux climatiques, qui sont hyper importants, mais qui ne sont qu'une des conditions d'habitabilité de la planète. Qu'au final, c'est bien la vie dont il s'agit. Hein. Il s'agit bien d'un sujet de comment habiter la planète va survivre, quoi qu'il arrive. Et donc, lorsqu'on fait ce constat, on doit aussi constater qu'on est rentré dans cette phase majeure qui n'est pas reconnue officiellement géologiquement comme telle, mais qui est celle de l'Anthropocène, où nos habitudes de vie ont un impact sur la géologie, sur la planète.
Et toutes ces crises sont reliées, on voit même le rapport du World Economic Forum qui montre à quel point tous ces sujets sont reliés. D'accord? On n'est pas uniquement en train de parler de climat d'un côté, d'enfance de l'autre. Donc ce que j'essaye de faire avec ces slides, c'est de dire tous ces sujets sont reliés, ils ont une racine commune qui est, selon tous les rapports de l'OCDE encore une fois, notre rapport au monde, au vivant. Et dans ce rapport, il y a quelque chose d'intéressant quand on s'intéresse à l'ontologie, c'est-à-dire notre rapport au cosmos, au vivant, et encore une fois à l'échelle globale. Et dans ce rapport de l'IPBES qui a été publié en 2000 et qui me fascine absolument, on trouve un tout petit encadré qui montre, quand on interroge toutes les cultures sur le regard qu'elles portent sur la nature, les 4 façons d'avoir une relation au monde. La première, c'est vivre de la nature. D'accord? En extraire des ressources. C'est une façon d'avoir une relation avec la nature qui est particulièrement marquée dans notre société. La deuxième façon, c'est vivre dans la nature. C'est quelque chose que connaissent la plupart des gens qui ont une maison près de la nature, ainsi de suite, mais qui s'efface petit à petit pour d'autres segments de la population, qui vivent plutôt dans des immeubles, qui ont moins accès à la nature dans leurs loisirs, leur temps. Il y a une troisième version qui consiste à avoir une relation avec la nature. D'accord? Vivre avec une relation d'altérité avec la nature. Cette forme de relation, selon tous ces rapports, c'est celle qui s'est le plus dégradée au cours du temps. Et en particulier dans notre société qui s'appelle la société des modernes. Nous sommes des modernes. D'accord? Et puis la dernière façon, c'est vivre en tant que nature, dans une version plus spirituelle. C'est aussi toutes les façons, vous savez, les solutions basées sur la nature et tout ça. Ce que je voudrais affirmer aujourd'hui et revendiquer, c'est le pouvoir des sports de nature pour révéler la troisième façon d'avoir une relation avec la nature. C'est un petit peu l'exemple que j'ai pris au départ, un peu émotionnel, cette relation. Et je fais ici aussi le postulat que les sports de nature ont un super pouvoir de le révéler en créant des marqueurs émotionnels puissants. Et d'ailleurs, cette relation avec la nature, moi, je n'avais pas conscience d'être un moderne, je n'avais pas conscience d'être un occidental avant d'arriver dans un village au nord de la Norvège qui s'appelle Kautokeino, qui est le village dans lequel on forme les éleveurs de rennes nomades. Ils sont issus de la culture lapone, qui consiste à se déplacer avec ses troupeaux. Et puis dans un débat, sous une tente beaucoup trop enfumée à mon goût, parce qu'on faisait un feu à ciel ouvert dans une tente, je n'avais jamais fait ça, cette personne qui s'appelle Anders m'explique que la vie en plein air, je lui explique, c'était mon métier, hein, c'était il y a 2 ans, comme concept n'existe pas. Ça n'existe que dans une société qui s'est coupée de la nature. Et vous êtes coupé de la nature. Donc, nous ne sommes qu'un avec la nature. Ce mot ne peut et ne doit pas faire sens. J'ai eu du mal à comprendre sur le moment. Il a fallu quelques temps pour que ces mots fassent sens pour moi. Mais aujourd'hui, je dois bien reconnaître que, encore une fois, faisant le constat que nous sommes dans cette partie du monde, que nous avons un héritage culturel, spirituel, aussi politique et scientifique, philosophique, qui nous a amené à avoir une très forte distinction entre l'homme et la nature. C'est aussi un héritage des Lumières, hein, la rationalité, toutes ces choses-là. On est assez peu dans le registre de l'émotion. Donc, je ne remets pas en cause l'héritage des Lumières, je vous rassure, surtout pas juste avant le déjeuner comme ça. Mais par contre, peut-être faire le constat que nos milieux de vie ont évolué, nous ont progressivement coupés de cette relation vivante. C'est un constat. Et nous sommes dans une forme d'accélération. Et cette accélération, elle n'est pas que physique, c'est pas que les burn-out dans la société et tout ce qu'on veut. C'est aussi une accélération qui est exponentielle à tous les niveaux, sur les systèmes environnementaux, sur les systèmes sociaux. D'accord ? Et là, on retrouve quelque chose d'intéressant, culturellement, dans le regard, à nouveau, de l'impressionnisme. On voit au loin la société industrielle qui approche et quelque part, se rappelle la nécessité d'un regard critique sur le modèle. Donc on revient finalement aux racines des sports de nature. Et les sports de nature ont un rôle à jouer. Là,
c'est une boucle un petit peu intellectuelle complexe que j'essaye de faire, une sorte de pirouette. J'espère que j'en ai gardé quelques-uns avec moi. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Hein. Si vous arrivez à suivre, c'est que vous êtes beaucoup plus rapide que moi. Et puisqu'on fait ce cheminement-là, il y a aussi encore, même dans ce mouvement-là, des sports de nature, parce que, encore une fois, je ne suis pas sur une défense naïve des sports de nature. Si on regarde cette peinture, qui est absolument centrale dans l'héritage, finalement, de l'impressionnisme et des sports de nature, c'est L'homme au-dessus des nuages, fait par David Friedrich, et il est bien placé où? Il est placé en haut des nuages. Donc on retrouve cette, finalement, dualité, et finalement, on a des modèles. J'ai pas pris de photos parce que j'aurais pu vous montrer je ne sais combien d'infrastructures sportives, de façons de pratiquer les sports de nature, qui sont plutôt du côté de la prédation, de la domination. Hein. Vous les avez tous en tête. Et tout plein de sports doivent évoluer. Hein. On ne peut plus aujourd'hui farter, comme on faisait il y a quelques années pour les skieurs, avec des polluants éternels. Voilà. On avance, il y a des lignes qui bougent. Est-ce qu'on pourra encore arroser des golfs demain? Est-ce que ces activités sont des sports de nature? On va le voir ensemble. Donc, on va essayer de dire que finalement, l'enjeu pour les sports de nature, c'est de décaler un peu les curseurs vers une relation d'altérité avec la nature, qui est idéalisée sur cette photo. Il y a une personne seule. Qu'est-ce que ça veut dire quand on habite en ville? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est sur 8 milliards d'humains sur la planète? Qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a pas accès à des ressources fondamentales, sociales, et ainsi de suite? Maintenant, et avant de perdre vraiment tout le monde définitivement, il est 12h15, je vais tenter de vous dire que le monde d'après, déjà, vous avez peut-être déjà entendu la théorie de 3 horizons. Il y a la ligne sur laquelle on est, qui est le présent. Il y a la ligne d'avenir souhaitable, hein, on l'a dit, retrouver cette connexion d'altérité avec la nature. Et puis il y a celle du milieu où on voit émerger des projets, des choses qui nous montrent que le monde de demain est déjà là. D'accord ? L'innovation n'arrive jamais du cœur du système, elle arrive toujours des côtés. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Ici, je vais parler du modèle européen du sport. Ça, c'est le système. Le modèle français, européen du sport, un triangle très basique. En haut, les fédérations sportives, le sport d'élite. En bas, les nuls. Et à côté, rien. D'accord ? Je m'excuse, je suis un peu radical, hein, j'espère. La ministre des Sports qui m'écoute. Si elle m'écoute, de toute façon, c'est le discours que je tiens au nom de ce réseau européen, parce que c'est vrai que dans notre travail de lobby, on essaie de faire reconnaître d'autres modèles. Alors ça, c'est le modèle depuis 2007. Un certain nombre d'acteurs se battent pour dire mais il y a du sport en dehors du sport de compétition, d'élite, structuré, c'est là qu'il se passe plein de trucs. Et puis là-dedans, on ne voit toujours pas vraiment émerger d'autres façons de faire du sport. Alors ici, on trouve un modèle canadien hyper intéressant que je ne vais pas développer maintenant. C'est juste pour dire que on va retrouver le triangle dans ce modèle, en bleu, de la compétition et ainsi de suite, mais on voit qu'il est dans un ensemble beaucoup plus grand, qu'il y a des complexités, qu'il y a des chemins pour arriver à la pratique sportive, d'accord ? Et que ignorer tout cet autre, c'est ignorer l'essentiel de la population, des formes de pratique, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout la toute première entrée. Dans le cadre de notre colloque aujourd'hui, c'est l'entrée dans la vie sportive. Il faut un début à tout ça. Et c'est vrai que c'est peu investi. On l'a vu sociologiquement, dans les politiques publiques, on entend assez peu parler de politique de sport et d'enfance. On considère que ça commence après, avec les clubs et tout ça. Mais il y a des choses qui se passent bien avant. Mais maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que j'essaie dans le train en venant, parce que j'avais ce modèle en tête, donc c'est pas testé, hein. C'est vraiment la première fois que je le présente, mais c'est de dire comment est-ce que cette connexion avec la nature à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler, quel pourrait être le rôle des sports de nature là-dedans, en imaginant tout en haut à gauche des personnes qui soient à la fois passionnées, à la fois par les sports de nature, mais aussi par les questions environnementales, d'accord, et puis cet immense triangle dans lequel on est connecté avec la nature pour la vie. Finalement, c'est là où tout le monde doit arriver. C'est le chemin, la destination. Et maintenant, comment est-ce qu'on rentre là-dedans ? Et bien, en fait, par des cheminements, et ça commence par le fait d'investir. Le premier triangle, si on rate la marche de départ, c'est beaucoup plus dur après à un chef d'entreprise de dire mais est-ce que tu as pris en compte dans ton modèle la nature, quelle place tu lui fais dans ton modèle économique ?
Donc, il y a plein de choses à voir là-dedans. Il y a aussi les entrées par le côté. Il me faudrait plus de temps pour développer ça, j'en suis désolé, mais je demande à revenir plus tard, spécifiquement là-dessus. On doit aussi faire évoluer nos définitions. La définition française des sports de nature, c'est la nature est un paysage. Ok ? Des règlements, un code du sport, c'est pas compliqué. Alors, ce que nous défendons, c'est le fait d'une autre définition des sports de nature dans laquelle la relation profonde avec la nature est inscrite. Et c'est cette définition que nous essayons de disséminer, diffuser avec les moyens que nous avons. C'est une définition de l'interaction. Cette photo, elle montre plein de professionnels de sport de nature. On dit souvent que quelqu'un qui va en montagne n'est jamais plus loin qu'à 3 maillons, 3 chaînons d'un guide de haute montagne. Alors c'est vrai ou faux, mais c'est une croyance qui se répand. Donc, ce sont des gens qui ont une forme d'influence, d'accord ? Et dans le modèle français, pour avoir travaillé en tant que formateur de ski, on a une sorte de tendance à valoriser la technique à un niveau qui est vraiment le meilleur niveau du monde. En tout cas, c'est ce qu'on prétend. Et c'est intéressant parce que j'étais en Norvège il n'y a pas si longtemps et j'ai pu voir leur memento, leur document de référence par rapport à ce rôle de moniteur. Il commence par la chose suivante, l'éducation pour être une sorte de... Comment traduire ça oui, je sais pas. Ouais. pour répondre aux enjeux majeurs de société. Donc il y a vraiment une bascule qui se fait dans cette approche, encore une fois scandinave, de la chose. Dans notre réseau, on essaie aussi d'articuler, au-delà du discours, des perspectives avec des groupes d'experts sur plein de thématiques. Et ce qui est nouveau et l'engagement que j'ai pris auprès du consortium dans lequel l'ARC travaille avec les voisins canadiens, c'est d'intégrer la notion d'outdoor play, de jeu libre en extérieur, comme une composante de ce réseau. C'est nouveau pour nous. On a besoin de soutien parce qu'en fait, culturellement, le secteur des sports de nature est assez peu sensibilisé à cette relation-là. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour revendiquer, pour dire qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, je tourne mes yeux vers tout l'écosystème que vous représentez, pour dire ce réseau, votre maison, pour aussi pousser des sujets et les porter politiquement. Dans notre réseau, nous travaillons aussi beaucoup à l'articulation entre la recherche, les politiques publiques et leur mise en œuvre. C'est aussi ça l'innovation aujourd'hui. L'innovation n'est pas que technique. La recherche n'est pas que la recherche fondamentale ou appliquée, elle peut être impliquée. Et donc on essaie de réinventer pas mal de façons de travailler. Et en toile de fond de tout ça, il y a aussi des sujets de justice environnementale. C'est vrai qu'on a tendance souvent à idéaliser la bonne pratique, c'est celui qui est tout seul dans la nature, mais c'est vrai qu'il va falloir penser un peu autrement. On est très nombreux, il y a des pressions fortes sur des terrains. Il va falloir penser aussi l'acceptation, l'acceptabilité, les règles de relation avec la nature. Mais on doit aussi repenser quels sont les espaces qu'on investit. Je voudrais juste parler d'un programme qui me passionne, qui s'appelle Beat the Street, qui est un programme anglais qui a touché 2 millions de personnes et qui redéfinit la ville comme un terrain de jeu, une course d'orientation, tournée vers les écoles, ceux qui sont les plus éloignés de la pratique, et qui fait du nudging, c'est à base de gamification, et qui emmène les publics les plus éloignés de la pratique vers les zones de nature. Et il se passe plein de choses là. C'est intéressant qu'on a monté un projet européen là-dessus. Ça, c'est un exemple danois que je trouve hyper séduisant. Je ne vous cache pas que je suis absolument fasciné par le modèle danois des infrastructures sportives. Ici, c'est réinventer le camping en proximité de ville. Au lieu du terrain vague, c'est de poser des formes de dômes qui sont permanents, ouverts, dans lesquels on peut aller dormir. On n'a pas besoin de réserver quoi que ce soit. On y va avec les copains, on est un urbain, on peut aller dormir dans la nature. Et la nature, finalement, c'est un bout de forêt qui est entouré d'immeubles. Donc, ça n'a pas besoin de coûter cher, finalement, ces trucs-là. Ça peut permettre des reconnexions informelles, totalement libres, et c'est sympa. On peut aussi redécouvrir les villes de plein de façons. En Suisse, il y a tellement d'exemples qui montrent à quel point les rivières sont des lieux de partage, de sociabilité, de reconnexion en vivant. Et puis aussi, on peut réinventer les sentiers. Un sentier n'est pas forcément se déplacer de A à B. Il peut être aussi expérientiel. Il peut permettre, finalement, du jeu. On peut passer petit à petit à la connexion. Il y a des perméabilités là.
On peut redécouvrir la ville comme terrain de camping. C'est ma municipalité. On a un programme qui s'appelle Camp à l'école. Et tous les ans, on fait camper des centaines de jeunes. J'avais au début imaginé qu'on pourrait avoir un feu au milieu de l'école, mais il y a encore des notions de sécurité qui sont revenues. On fait le feu juste devant l'école, mais ça se passe plutôt pas mal jusque-là. Et puis, puisqu'on parle d'enfance, je relie toujours le sujet de l'enfance et le sujet de la jeunesse. Et du sujet de la jeunesse, c'est de savoir quelle voix on donne à la jeunesse. C'est bien de penser pour la jeunesse, d'avoir de l'expertise. C'est aussi bien de donner une voix à la jeunesse dans les structures de gouvernance. Et voilà, je voudrais juste dire, c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. On n'en était pas là, mais on commence à avoir un conseil de jeunes dans notre réseau et c'est hyper important pour nous. Les infrastructures, j'y reviens, c'est un modèle danois qui montre que voilà, une infrastructure sportive peut être intégrée, peut inviter à la reconnexion dans son architecture, mais aussi dans sa conception et ses usages. Cette slide, c'est pour dire que aujourd'hui, le modèle économique doit comprendre qu'il doit s'insérer dans un plafond environnemental, qu'il repose sur un socle social et il faut être dans la ligne verte, cette ligne de vie. Et tous les modèles, il n'y a aucun modèle qui peut s'affranchir de ces limites. Et puis pour finir, ce regard d'enfant pour nous rappeler les enfants que nous sommes, pour nous rappeler la connexion, qu'elle est physique, qu'elle est émotionnelle, encore une fois. Et c'est bien sur ce registre que je me suis placé aujourd'hui. Vous avez vu assez peu de chiffres. La conclusion, je vais la faire peut-être plus courte qu'elle n'y paraît là-dessus. Dire que, pour moi, ces sports de nature aujourd'hui doivent répondre à des enjeux différents de ceux d'hier. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est la reconnexion vive. Il n'y a pas de sujet qui peut passer au-dessus de ce sujet-là. L'enfance et la jeunesse doivent être au cœur de nos politiques publiques, ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Nous devons changer d'échelle, sortir des approches par silos, travailler avec des acteurs de la santé publique, de l'éducation formelle, de l'éducation non formelle, de la recherche naturellement, et tous ces ponts que vous êtes les premiers à faire, donc bravo pour ça. Nos modèles ont besoin d'évoluer, que ce soit nos définitions, on doit, à mon avis, interroger l'hyperperformance de la société, on doit interroger la sursécurisation. Je pense qu'il y a quand même un sujet de sursécurisation. Je ne suis pas en train de prôner le risque au-delà du nécessaire, mais les bleus, les bras cassés font partie du processus de trouver des limites aussi. Donc on revient à la notion de limite. Et puis, pour finir, cette invitation à l'innovation collective, aujourd'hui, se poser des questions sur notre lien au vivant, au monde, n'a rien d'innovant. Tout le monde le fait un petit peu, on se dit oh, je fais tel geste ou je fais telle action. Le faire collectivement, c'est ultra innovant. Et on en est là. Merci. Merci Benjamin. Alors, c'est passionnant. On est commencé en haute montagne, on est passé par les rivières, les villes, les champs, les prés, les campings. On a vraiment un voyage passionnant. Je trouve que c'est très intéressant parce que tu as abordé énormément de sujets. Alors, on est tous en train de se mettre un peu, pas d'ordre, mais de regarder des choses entre le jeu libre, l'activité physique, le sport. Il y a énormément de choses, parlant même de plein air, de dehors, de nature, des aménagements. Enfin, il y a énormément de choses qui croisent et je crois que ça va de toutes les interventions ce matin à essayer de réfléchir comment cette innover à donner une vision collective autour de ces notions et l'importance que l'enfant qui est actif corporel, effectivement tu l'avais dit, il n'est pas dans un sport quand il est petit, mais que ce corps, cette littératie physique toute sa vie, comment on l'accompagne et qu'est-ce qu'on prévoit comme structure. Donc alors là tu nous as donné tellement de choses à réfléchir et on va bien digérer à midi. C'était une façon polie de dire que je vous ai bien embrouillé. Non, du tout. C'était passionnant, vraiment. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Je crois que c'est ressenti dans la salle, surtout que tout le monde est resté, même avec les ventres qui tombent. Je vais quand même laisser la place pour quelques questions, commentaires, réactions, parce que je trouve que ça mérite vraiment mieux. Bonjour. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'évolution du taux de départ en classe verte, qui est souvent un moment privilégié de reconnexion à la nature et d'accès aux activités de plein air? J'adorerais les avoir. Je pense qu'il y a vraiment un sujet classe verte qui est central. Le sujet éducation à l'école, à mon avis, devrait nécessiter une conférence entière.
Aujourd'hui, l'aborder comme ça, ce serait pas sérieux de ma part. Je n'ai pas ces chiffres. Je constate que les centres ferment eux-mêmes sur le terrain. Je constate que pour avoir un encadrant qui accompagne une sortie de ski, il faut passer une formation qui est démesurée par rapport aux responsabilités et la paperasse qu'il faut faire pour un enseignant pour le faire. Et puis les enseignants sont débordés. Donc il y a vraiment des questions sous-jacentes qui sont multiples, mais essentielles. Bonjour, Moïna Fachelavid, j'ai juste un rebond et une question. Le rebond, c'est par rapport aux chiffres, parce que j'avais essayé de trouver des chiffres par rapport à ça, et en fait, il n'existe pas. Il y a plein de petits bouts de chiffres, mais il n'y a même pas de suivi de ça, alors qu'il y a eu un rapport parlementaire il y a une quinzaine d'années déjà, qui montrait à quel point c'était important pour les enfants, pour leur bien-être, pour la santé, etc. Il n'y a toujours pas de chiffres qui sont... et donc ça, il y a vraiment un besoin de ce côté-là, bien sûr. J'avais une question sur un petit point très précis qui m'intéresse, que vous avez évoqué très rapidement, sur camp à l'école, un truc comme ça. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, parce que je trouve que ce point de accès à la nature de proximité, c'est vraiment un enjeu essentiel et sur lequel on peut agir, je pense, de façon efficace pour redonner un lien à la nature aux enfants et de mouvement, de liberté, etc. Donc, est-ce que vous pourriez en dire un tout petit peu plus? Merci. Alors, je vais hyper rapide. L'idée m'est venue, j'étais en Californie chez un ami, et un soir me dit, ce soir, je vais camper à l'école dans l'école de ma fille. On est arrivé là-bas, ils ont fait un feu au milieu de l'école, il y avait les guitares, il y avait tous les papas, parce que les papas, ils adorent ce genre de truc. Et c'est le soir où ils recrutaient pour l'association des parents d'élèves. Et finalement, ils avaient un taux de parents papas énorme, alors qu'en France, c'est l'inverse. Donc moi, président de l'association locale des parents d'élèves, je fais la même chose. J'ai pas eu le feu au milieu, mais l'effet il est exactement identique. Et aujourd'hui, il y a un effet boule de neige. On est passé d'un camp à l'école qui aujourd'hui est en train de se transformer en camp dans mon village, donc au milieu du parc. Et le modèle, il y a des marques comme Decathlon qui se disent il y a quelque chose pour nous parce qu'on les fait tous dormir dans les tentes qu'on leur prête. Et il y a plein de projets comme ça qui sont pas forcément coûteux, qui nécessitent surtout des idées, de la coopération entre les acteurs en fait institutionnels, ne serait-ce qu'une municipalité. Au début, ils ont dit non. Ils ont trouvé un argument disant, il y en avait plein d'arguments. C'était le Covid, première année, il y avait l'histoire du feu. Ils ont sorti un décret en disant ça met le feu, il y a le danger de sécheresse, et ainsi de suite. Et la confiance s'installe avec le temps. Je rebondis juste là-dessus, merci beaucoup, c'était passionnant. La ville de Grigny, qui est, je crois, une des 3 villes les plus pauvres de France, propose aux enfants des séjours en tente dans la ferme pédagogique de la ville. Et donc, en fait, pour eux, ils ont pas compris au début qu'il y avait un enjeu de reconnexion au vivant. C'était pas du tout le propos initial, c'était vraiment un enjeu social pour des enfants qui partent plus en vacances. Et en fait, par ce biais-là, ils ont compris ensuite qu'il y avait un lien qui s'opère avec le vivant, que les enfants découvraient la nature dans un paysage très très urbanisé et qui dispose quand même d'un lac, de forêt, etc. Et donc à répliquer, évidemment, c'est génial ce type d'initiative, mais très rare encore. Ce que tu viens de faire, je me permets de tutoyer, c'est le lien en fait social, environnemental. Aujourd'hui, il n'y a pas de question environnementale sans question sociale. Nous sommes des êtres sociaux, par mimétisme. Et cette connexion, les deux sont ultra liés. Et aujourd'hui, encore une fois, la planète va survivre. La question, c'est quelle finalement société on veut laisser à la planète. C'est vraiment ça la question. Oui. Peut-être une dernière question, commentaire, Alice? Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avoue que émotionnellement, je suis un peu embrouillée. Vous allez tellement loin, et c'est une vision qui est très très inspirante. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait rêver, mais vous êtes aussi, du coup, si j'ai bien compris, un chargé de mission, vous travaillez pour le ministère. Et c'est tellement pas ce qu'on vit au quotidien. C'est les politiques, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on... Voilà. Où est la volonté politique pour aller vers ce que vous proposez, ce que vous émettez? Et puis, ça, c'est une question avec laquelle n'attend pas de réponse, hein, vraiment. J'ai un commentaire pour finir sur la voix des enfants. Moi, je pense qu'il faut simplement leur donner le droit de vote. On a plus de 10%, je ne sais pas combien ils sont les personnes de moins de 18 ans, mais je crois que c'est 10 ou 12 qui n'ont pas voix au chapitre avant 18 ans. Bah, ça commence par là. Merci. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir là-dessus. J'étais en charge du programme d'éducation en démocratie en Suède, il s'appelle Skolval, qui est le plus grand programme d'éducation en démocratie qui s'intéresse à la forme de participation des enfants et des jeunes. Et ces sujets sont reliés. Et j'ai mis beaucoup de temps à voir ces liens-là.
Où est l'institution? Je dois dire que si j'ai quitté le pôle ressources nationales des sports de nature, c'est bien en signe de contestation, mais une contestation constructive, c'est-à-dire je quitte parce que je ne me retrouve pas dans nos modèles, et je pense qu'aujourd'hui il faut réinventer nos métiers, et qu'aujourd'hui être fonctionnaire, peut-être que quand moi je suis rentré dans ce métier, il y a maintenant plus de 20 ans, on avait des moyens, il y avait des moyens d'action. Aujourd'hui les moyens ne sont plus là, pour de vrai. Et donc, notre rôle, c'est aussi de mettre les acteurs autour de la table. Et donc, pour moi, monter un laboratoire public d'innovation, c'est vraiment revendiquer le fait qu'il faut travailler en bottom-up, mais aussi derrière, il faut réintégrer ces bonnes expériences dans un système. Alors, ce qui est très acrobatique, c'est d'être avec les mêmes personnes qui essayent de faire tout en même temps. Ce n'est pas vraiment viable. Il faut des relais, des gens qui comprennent ces enjeux-là, y compris dans les chaînes de décision. J'ai le sentiment que nous avons des politiques qui peuvent comprendre parfois les enjeux. Parfois, pas toujours. Mais lorsqu'ils les comprennent, c'est aussi important d'avoir toute la chaîne de décision, y compris dans le haut fonctionnariat, qui appuie, qui était. Et aujourd'hui, cet ancrage institutionnel est pour moi la partie la plus difficile. Et donc, on ne peut la faire que si on travaille collectivement. Et donc, vraiment, c'est là où il faut remercier les acteurs qui donnent des opportunités pour faire émerger finalement des expériences de terrain. Et puis, ouais, mais très juste. Merci beaucoup pour tout voilà, dans ce voyage. Et j'avais juste une question par rapport aux formations, justement, parce que même c'est vrai qu'il faut reconnaître les formations des accompagnants en montagne, la nature reste toujours un peu un cadre dans lequel on met en place des activités, etc. Mais est-ce que ça bouge un peu du côté des formations pour avoir un peu plus de liens sensibles avec le milieu Je vais répondre, je permets à tous ceux qui veulent quitter la salle de sortir en même temps, mais je vais le faire rapidement, c'est de dire que oui, ça bouge, mais en allant chercher des financements européens, on a monté un projet qui s'appelle LIFE sur 7 ans avec l'Office français de la biodiversité. Donc c'est dans mon équipe, on dirige finalement un programme qui accompagne la reconnaissance de la capacité à transmettre de l'éthique environnementale, faire changer des diplômes qui sont déjà remplis de contenu technique. En fait, ça nécessite déjà beaucoup de temps et encore une volonté. Les derniers diplômes qui sortent n'intègrent toujours pas plus d'éducation à l'environnement au sens comportemental. On va avoir des contenus sur le milieu comme un peu théoriques. Mais donc là-dessus, il y a des lignes à faire bouger. Donc nous, on travaille beaucoup avec des outils comme les Open Badges qui permettent de reconnaître des compétences non formelles. Et on travaille aussi sur l'alignement des discours et de la formation des professionnels qui sont déjà dans le métier, parce qu'en formation initiale, ce serait difficile. C'est des sujets complexes, un peu techniques, mais je remercie de poser la question. C'est vrai que ces acteurs-là ont aussi un rôle à jouer aux côtés de tellement d'autres acteurs. Mais, ouais.